vous citerai, Mathieu, le commentaire d'un lecteur du Devoir le lendemain du 2 mai, donc. Je n'ai pas gardé le nom. Je crois que le commentaire est anonyme du reste. Voilà ce qu'il dit. Mais chose certaine, le Québec est représenté par plus de la moitié... le Québec est représenté par plus de la moitié de la population néo-démocrate. Les nationalistes québécois se sont ainsi fondus volontairement dans un tiers parti pour affirmer leurs valeurs sous le couvert d'un conformisme superficiel à la doctrine fédéraliste. Leur force en est d'autant plus accrue que les conservateurs risquent probablement de sous-estimer le mouvement souverainiste dans sa tentative de relèvement. Ce que je lis dans ce commentaire, c'est que les Québécois ont voté NPD pour faire un genre de cheval de Troie souverainiste dans le NPD et être majoritaire au NPD et... Je crois qu'il faut éviter les spéculations stratégiques de si haut vol. C'est-à-dire, je ne crois pas que le comportement électoral est à ce point rationalisé. Mm-hmm. Mais ce qui est certain, cela dit, c'est que c'est une toute nouvelle conjoncture, une toute nouvelle donne politique qui s'ouvre. Et de ce point de vue, malgré l'effondrement du Bloc, parce qu'on pouvait s'attendre à ce que le Bloc ait 25 députés, 20 députés, 30 députés, qui lui auraient permis de se refonder, donc de sortir de sa dérive des 15 dernières années, d'être redevenir un parti nationaliste avant d'être d'abord un parti de gauche, c'est pas arrivé. Bon. Mais ce qu'on peut voir, c'est que néanmoins, malgré ce résultat malheureux, ce qu'on peut espérer, c'est que c'est une toute nouvelle conjoncture qui s'ouvre devant nous et les souverainistes ne devraient pas s'en désoler à tout prix. Et je m'explique. Dans la conjoncture politique que nous avions héritée de la Révolution tranquille, tout comme la conjoncture politique que nous avions héritée de Meach, ces deux cycles politiques qui s'étaient emboîtés, les souverainistes exerçaient une forme d'hégémonie relative. Les souverainistes étaient à 40 quelques %, 38% quelquefois, 43, 44 d'autres fois. Donc ils étaient confortablement installés comme un des grands partis de l'alternance. Le problème étant qu'ils ne pouvaient plus crever un certain plafond, ils n'étaient pas capables d'obtenir durablement, de faire ce gain d'appui qui les aurait amenés au-delà de 50% et qui rendait la souveraineté possible. Donc les souverainistes étaient en position hégémonique sur le plan électoral, mais ils n'étaient pas capables de faire quelque chose de cette hégémonie. Donc là, c'est un tout nouveau contexte qui s'ouvre. Un nouveau contexte dans lequel les nationalistes québécois, dans lequel les souverainistes québécois peuvent et doivent faire preuve d'imagination stratégique. C'est-à-dire la question gauche-droite émerge. Il n'y a aucun doute là-dessus. La question gauche-droite va être plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'a été ces dernières années au Québec. Au Québec uniquement ou au Canada? Au Canada, manifestement, avec le débat NPD conservateur, mais au Québec aussi. Les tentations autour de François Legault, le fait que l'ADQ décide de renoncer à son positionnement nationaliste pour devenir clairement un parti de droite. Alors, on est dans cette espèce de nouvelle donne politique qui est une donne radicalement inédite de ce point de vue. Et qu'est-ce que les nationalistes québécois peuvent faire? Qu'est-ce que les souverainistes québécois peuvent faire? Eh bien, je crois qu'ils doivent redécouvrir les vertus d'une politique de polarisation. Ce qu'on appelle à l'américaine des wedge issues. Pendant longtemps, c'est-à-dire, pendant longtemps, les enjeux pardonnez mon anglais terrible. Non. Mais il faut redécouvrir, les souverainistes ont pratiqué pendant trop longtemps cette politique du consensus systématique. Pour prouver qu'ils étaient responsables, c'est l'héritage du bon gouvernement de René Lévesque, pour prouver que nous sommes responsables, pour prouver que nous sommes gentils, pour prouver que nous ne sommes pas belliqueux. Nous ne cherchions jamais le conflit. Le souverainisme québécois était une politique, d'une certaine manière, qui neutralisait ses propres fondements. Donc, on disait qu'il y a une question nationale très grave, mais on va quand même pas faire on va quand même pas agir en conséquence. Eh bien, les souverainistes devraient redécouvrir dans ce nouveau contexte politique les vertus d'une politique de polarisation. Et la prochaine étape pour ça, c'est Québec. Pourquoi? Parce que le Parti québécois, on le sait, il faut le dire clairement, s'il prend le pouvoir à la prochaine élection, il ne fera pas un référendum. Il ne fera pas l'indépendance du Québec. Réglons ça tout de suite. C'est réglé. Celui qui n'accepte pas ces prémices de discussion évolue dans un monde imaginaire, un monde parallèle. Le Parti québécois ne fera pas l'indépendance. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas prendre le pouvoir. Si le Parti québécois il le prendra parce que tout le monde en a marre de Charest. Non, mais c'est pas impossible que le go arrive, cela dit. Alors, imaginons... mais son parti, pour l'instant... On a eu la preuve avec le NPD qu'un parti n'a pas besoin ni d'organisation, ni de cadre, ni même de candidat crédible pour s'imposer. Mais Jack Layton est là depuis des années quand même, et puis il y a quand même une histoire. C'est un pas au Québec. Le NPD n'avait pas d'histoire particulière au Québec. Au Québec, non. Alors que Legault a une histoire au Québec, la coalition qu'il cherche à monter a une histoire, à tout le moins correspond à certaines tendances au Québec. Mais le Parti québécois, dans les circonstances actuelles,
actuel a un champ politique particulier devant lui. Il peut mener une politique de polarisation. Et de quelle manière? Eh bien, puisqu'il n'a plus à viser, c'est le paradoxe, puisqu'il n'a plus à viser 51% du vote, 50% plus 1 pour une souveraineté hypothétique dans le prochain mandat, il peut donc se contenter d'un 40% qui lui permettrait d'avoir finalement une majorité parlementaire ferme, qui lui permettrait, si on suit mon raisonnement, de mener ce qu'on appelle la fameuse politique identitaire qu'il nous promet depuis quelques années. Pour le prochain mandat, quoi. Pour le prochain mandat du Parti québécois, parce que c'est la question qui s'ouvre avec la défaite du Bloc. Quel est le sens du mandat que le Parti québécois va demander? Est-ce que ça va être un mandat identitaire, un mandat nationaliste, pour démanteler le multiculturalisme, pour affirmer clairement l'identité québécoise, pour réaffirmer la langue française, pour finalement renationaliser la société québécoise? Si le Parti québécois mène une telle politique, clairement, sa politique va entrer en contradiction avec l'ordre canadien hérité de 1982. C'est absolument certain, parce que le multiculturalisme au Canada est une clause constitutionnelle. Il va entrer en contradiction avec la Charte des droits. Et qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir que la question nationale, autour de la fameuse question identitaire, va se recomposer dans des termes beaucoup plus fructueux. Pourquoi? Parce que nous allons quitter la question nationale version des batailles techniques entre ordres de gouvernement, et c'est véritablement un contraste possible et fort entre d'un côté un Québec national et de l'autre côté un Canada multiculturel qui pourrait se dégager, et à travers cette nouvelle polarisation pourrait renaître l'option souverainiste. Mais Harper n'est pas très multiculturel non plus, je pense. Non, il ne l'est pas, mais le Canada l'est. C'est-à-dire qu'au Canada, c'est l'héritage mortifère de Trudeau. Le multiculturalisme fait partie de la Constitution. Oui, je veux bien, mais dans le peuple, dans ce qu'on appelle le grassroots, vous pensez que vraiment les Canadiens sont très multiculturels? Non, mais je pense que ils le sont à Toronto, à Calgary, puis à... Non, mais ce que je constate, c'est peu importe ce que les Canadiens pensent, la Cour suprême pense autre chose. Et on l'a vu, par exemple, avec le débat sur le Kirpan. On l'a vu avec tout le débat, par exemple, sur les accommodements raisonnables. Même si on voit au Canada anglais des gens critiquer de plus en plus le multiculturalisme, la Cour suprême s'est affranchie depuis longtemps du principe de la souveraineté démocratique. Et le Canada est un régime. Le Canada est... évidemment, il y a des Canadiens anglais qui sont plutôt conservateurs, qui n'aiment pas le multiculturalisme, et Harper en fait probablement partie, malgré ce qu'il a dit pendant les 2 débats des chefs. Mais le Canada est un régime dans lequel le Québec, s'il décide d'avoir une politique nationale, de réaffirmation nationale forte, va entrer en contradiction. J'ajouterai une chose par ailleurs. Cette élection... En une minute. Cette élection nous a rappelé une chose fondamentale. Le Parti conservateur n'a pas eu besoin de ces maigres appuis québécois pour devenir majoritaire. Le Québec a fait l'expérience ces jours-ci de sa minorisation politique radicale dans le Canada. Et pendant longtemps, vous savez, les souverainistes ont tout fait pour nous présenter un souverainisme moderne, un souverainisme gentil, un souverainisme que je dis quelquefois calinours un peu. Les souverainistes ont des tonnes d'amour à donner à tout le monde. Eh bien, et on a mis de côté l'argument de la minorisation dans le Canada parce qu'on le trouvait désuet, folklorique, nationaleux. Eh bien, ce que je constate, c'est que cette minorisation dans le Canada, qui a été mise de côté dans le discours souverainiste depuis longtemps, redevient une donnée fondamentale. Les déterminants objectifs de la question nationale vont revenir au cœur du débat public, à mon avis. Reste à savoir si les souverainistes vont être capables de les assumer ou vont encore une fois décider de se draper dans la vertu, qui est une autre manière de pratiquer l'impuissance. Mais alors on va être entre la vertu et la méchanceté ou quoi? Je ne dirais pas la vertu et la méchanceté, mais sachez que la politique, j'ai toujours ma définition pour ça, le mal nécessaire au service du bien commun. Si on pouvait avoir des souverainistes un peu moins gentils et bons perdants, et un peu plus machiavéliens et fiers gagnants, ce serait probablement une bonne chose pour le Québec. Pol Pot pense à la même chose aussi. Non, mais le général de Gaulle aussi, Eisenhower aussi. Donc évitons les références totalitaires et disons-nous que les grands politiques dans l'histoire de Bismarck à Churchill, à De Gaulle et tant d'autres, et même Jacques Parizeau, ont su que la bonne politique ne se confondait pas avec la morale non plus qu'avec des professions de vertu. Espérons que les souverainistes soient capables de l'apprendre. Mathieu Bocoté, je vous piquais un petit peu, ça a marché. Alors je vous piquerai aussi dans une semaine. Au plaisir. Merci beaucoup. Donc, c'était Mathieu Bocoté, chroniqueur du jeudi.